Bonjour, bienvenue à votre première capsule sur les croyances irrationnelles, les fausses croyances en fait. Et cette fois-ci, on parle de Albert Ellis, Aaron Beck, Jeffrey Young, mais on se concentre sur cette capsule sur, entre autres, les 7 croyances irrationnelles d'Ellis. Alors, j'aimerais que vous preniez un petit moment pour regarder la première diapositive, c'est-à-dire une citation qui dit « Quand vous entendez des bruits de sabots, ne cherchez pas les zèbres ». En général, on a tendance à vouloir s'imaginer qu'il y a des zèbres qui s'en viennent, mais des fois, l'explication la plus simple, la plus logique, la moins catastrophique, c'est celle qui est la bonne. Par contre, on a souvent des zèbres qui se promènent de temps en temps. On va essayer d'en explorer quelques-uns. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette capsule-ci? On va parler de c'est quoi une interprétation cognitive nuisible. On en a déjà parlé un petit peu et on va aller voir les 7 croyances irrationnelles d'Ellis, dont l'illusion d'approbation, l'illusion de perfection, l'illusion des impératifs, l'illusion des prévisions catastrophiques, des généralisations excessives, l'illusion de causalité et d'impuissance. Donc, on plonge. Qu'est-ce que c'est des interprétations cognitives nuisibles? Vous m'avez entendu dire ça maintes et maintes fois. C'est quand notre paire de lunettes devient un petit peu trop embrouillée dans le fond, puis elle nous sert plus. Elle utilise des histoires, des expériences, des croyances qu'on a pour nous donner une interprétation négative ou faussée de situations, de ce que les gens font, des gens autour de nous. Donc, ça devient ce qu'on appelle une interprétation cognitive nuisible parce que, en réalité, ça joue contre nous. Donc, comme tous les événements qui se passent dans notre vie sont une question de perception, c'est une question de comment on interprète la situation, c'est sûr que si, dans notre paire de lunettes, il y a déjà une petite phrase qui se promène puis qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien, des fois, c'est plus difficile de regarder une situation à travers une lentille claire qui ne serait pas nécessairement cette interprétation cognitive-là nuisible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, on sait que les événements ne sont pas nécessairement générateurs d'émotions, que ce soit positif ou négatif en eux-mêmes, et nos émotions viennent de l'interprétation qu'on en fait. Vous vous rappelez, si je te pile sur le pied, est-ce que tu penses que j'ai fait exprès? Tu vas être fâché. Est-ce que tu penses que c'est un accident? Tu vas peut-être être surprise. Donc, dépendamment de ce qu'on pense, ça va changer notre émotion, pardon. Et les croyances irrationnelles, c'est des choses qu'on a acquis à travers nos expériences et on se sert de ça maintenant pour voir le monde et pour se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. En général, c'est des croyances qui sont très négatives et donc c'est pour ça qu'on va les appeler nuisibles. La question, c'est est-ce que c'est juste une question de se parler à soi-même? Pourquoi on parle d'interpréter nos croyances irrationnelles? C'est bien beau de savoir qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête, mais ça devrait être très facile de changer ça. Non. Tu sais, je vous l'ai dit, il n'y a pas de recette facile. Puis, c'est pas juste une question de se parler à soi-même, c'est aussi une question de changer les chemins qu'on a dans notre circuit de neurones. Donc, quand on emprunte le champ, de taper un chemin le plus possible pour qu'on change les chemins qu'on est habitué d'emprunter, puis qui nous disent parfois des choses sur nous-mêmes ou sur les autres autour qui ne nous servent pas, qui ne nous aident pas à avancer, qui génèrent du stress, puis qui vont nous rendre la vie un petit peu plus difficile. Donc, si on permet de diminuer l'effet de ces croyances-là, ben, c'est sûr qu'on va maîtriser un petit peu plus nos cognitions, nos façons de penser et nos émotions. Comment ça se fait au niveau du cerveau? Ben, je vous ai parlé très souvent de votre cerveau reptilien. Ce que vous voyez, le bulbe, là, c'est évidemment toute l'information qui est transférée là de nos sensations, de tous nos 5 sens. Et en général, ça a le temps de se rendre au cortex préfrontal et ensuite, ça revient et on l'interprète. C'est-à-dire que le cortex préfrontal, lui, son travail, c'est de nous aider à déchiffrer la situation dans notre catalogue puis dire « Ah, OK, j'ai déjà vécu ça. Ça, là, dans le fond, quand le ciel devient un peu plus noir comme ça veut dire qu'il va pleuvoir. » Par contre, des fois, dans notre catalogue, il y a des choses qui sont écrites là qui sont pas vraies, qui sont
des croyances irrationnelles. Donc, c'est là où il faut aller les enlever du catalogue puis dire non, ça ne veut pas dire ça pour vrai. En fait, on va trouver une nouvelle interprétation. Et je sais que ça a l'air beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on parle de supprimer des pensées. Par exemple, quand on dit OK, je vais arrêter de penser que je suis pas assez bonne, puis que ça ne sera jamais correct, ça ne sera jamais parfait. Mais c'est une des choses les plus difficiles parce que non seulement on ne peut pas juste remplacer cette pensée-là, mais il faut retenir pourquoi on pense à cette pensée-là et ça devient une dépense d'énergie. Notre cerveau, il veut emprunter des raccourcis. Donc, c'est pour ça qu'il sert de notre catalogue pour dire « Ouais, le ciel est noir. Ah, OK, c'est ça que ça veut dire. » Et donc, supprimer les choses qui sont déjà dans notre catalogue, ça représente une dépense d'énergie beaucoup plus grande pour le cerveau. Je vous donne un petit exemple. Si je vous dis, par exemple, en ce moment, j'aimerais que vous vous concentriez très, très fort pour ne pas penser à un ours blanc. C'est bon? On n'y pense toujours pas? On ne pense pas à un ours blanc, s'il vous plaît. Ne pensez pas à un ours blanc. Ne pensez surtout pas à un ours blanc. Donc, j'aimerais que vous supprimiez l'idée de votre cerveau, ours blanc. On n'y pense pas. On n'y pense pas. Toujours pas? Est-ce que vous pensez encore à un ours blanc? Je vous ai dit de ne pas penser à un ours blanc. Maintenant, arrêtez d'essayer de ne pas vous concentrer pour penser à un ours blanc. Vous pouvez y penser si vous voulez. En fait, la vérité, c'est que souvent, si on se force à penser à quelque chose, ça nous fait dépenser beaucoup plus d'énergie que si on ne pensait pas. Alors, des fois, il faut changer le sens de cette pensée-là pour que ce soit correct que notre cerveau est là, mais qu'on modifie le sens de ce que ça veut dire un ours blanc quand on se met à penser à ça. On va voir quelques croyances irrationnelles. Les premières, celles d'Albert Ellis. C'est un psychologue qui a travaillé sur ces croyances irrationnelles-là et il a identifié 7 croyances irrationnelles qui sont celles que les gens ont le plus souvent à cause des expériences dans l'enfance, à cause des événements, etc. Et c'est celles qui sont le plus souvent générées quand on a des situations qu'on interprète négativement. Donc, si on regarde la première, il s'agit de l'illusion d'approbation, c'est-à-dire j'aimerais ça que les autres m'aiment, que les autres m'acceptent, que les autres m'apprécient. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'on vient souvent qu'à faire toutes les choses qu'on fait dans la vie pour les autres, c'est-à-dire on ne se demandera pas est-ce que j'ai le goût de faire cette activité-là. On va se dire ah, mon chum, ma blonde aimerait vraiment ça que je fasse ça, donc on va le faire. On va aussi se poser la question quand on fait quelque chose, quand on performe, on ne le fera pas pour nous, on va le faire pour le regard des autres, pour se faire aimer, pour se faire apprécier. Ça veut aussi dire que ça devient de plus en plus difficile d'être nous-mêmes et même de savoir qu'est-ce qu'on veut par nous-mêmes, parce que tout ce qu'on cherche en réalité, c'est l'approbation des autres. On parle de situations comme se sentir nerveux parce que même des personnes qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, n'ont pas l'air de nous aimer ou on a l'air de leur taper ses nerfs, on s'en fout. Souvent, c'est des personnes qui s'excusent énormément. Tu sais, on dit des Canadiens, des fois, c'est presque un running gag. Si c'est eux qui se font bousculer, c'est eux qui s'excusent, ben ça vient peut-être de cette croyance-là, de ces gens-là qui, des fois, vont s'excuser sans que ce soit leur faute ou encore, on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas juste pour s'assurer que les autres nous aiment, nous apprécient. Cette illusion d'approbation, c'est sûr qu'elle est très, très, très forte parce qu'une des choses qui peut être la plus difficile, c'est le rejet. On l'a dit, on a besoin du contact social. C'est physique, c'est psychologique, ça fait partie de notre survie et ça date de très, très longtemps. Donc, le rejet social, ça peut être une des choses les plus difficiles. Ce n'est pas ce qu'on propose. On ne propose pas non plus d'écarter tout le monde puis d'être complètement égoïste, mais
c'est une question d'équilibre entre ces deux pôles-là, de faire les choses pour nous, de savoir que les gens nous aiment et nous acceptent pour nous, acceptent pas peut-être toujours tout ce qu'on fait et c'est pas toujours tout le monde qui nous accepte, mais c'est important d'être capable de s'en tenir à nos principes, nos besoins, etc. Deuxième croyance irrationnelle, c'est celle de l'illusion de perfection. Beaucoup de gens dans l'ère où on est actuellement ont cette illusion-là parce qu'on est dans une société de performance. On doit toujours gagner, on doit toujours être les meilleurs et ça doit toujours être au top. Donc, on développe souvent cette illusion-là de perfection. L'idée, dans le fond, que tout, nous y inclus, doit être parfait. Et donc, pas seulement les choses qu'on fait, les choses qu'on veut réussir, les sports, les choses comme ça, mais qui on est également. Donc, anxiété de performance, on l'a dit au dernier cours, on ne se reconnaît pas le droit à l'erreur, surtout pas le droit à l'échec. Donc, au lieu de se dire qu'est-ce que je pourrais apprendre quand on fait une erreur, par exemple, dans un examen, on se dit « Oh mon Dieu, c'est épouvantable, je ne suis pas bon, je ne suis pas intelligent. » Peut-être qu'on a fait une erreur sur tout l'examen. Par contre, dès que ce n'est pas 100%, ça veut dire quelque chose de négatif sur nous et ça ne devrait pas être le cas. C'est vrai aussi avec le commentaire des autres. On a tendance à interpréter les commentaires des autres comme des critiques et ça devient nous heurter parce que soudainement, on n'est pas parfait. Mais, tu sais, il faut se le dire pour vrai, c'est absolument impossible d'être parfait en tout. Troisième croyance irrationnelle, l'illusion des impératifs. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est qu'on veut que les choses aillent comme nous, on le souhaiterait. Il n'y a pas d'autre façon que ça devrait aller. Donc, ça devrait aller comme moi je le veux. J'ai planifié plan A et ça va être plan A. Et même les gens devraient agir comme je le veux et c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, on l'a vu avec notre fenêtre de contrôle, c'est à peu près impossible de tout contrôler, que ce soit l'environnement, que ce soit les autres ou encore nous-mêmes. Chaque situation, dans le fond, a une part je ne veux pas dire de hasard, mais de choses qu'on ne contrôle pas, tout simplement, et qu'on doit laisser aller dans ce sens-là. Si on continue avec l'illusion des impératifs, on a l'impression aussi que les choses devraient se passer d'une certaine façon. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Les professeurs devraient être moins exigeants. Le patient devrait faire ce que je lui dis de faire. On l'a vu dans la situation avec Alexandre et Pierre. Hein? Peut-être que Pierre avait cette illusion des impératifs-là. Il ne devrait pas être impatient. Cette personne-là devrait être comme ça. Celle-là devrait faire ça. Il ne devrait pas mouiller aujourd'hui. Donc, on a vraiment cette impression-là d'une image très, très claire dans notre tête des choses et elles doivent être de cette façon-là. Par contre, on n'a pas le contrôle, donc ça devient très, très difficile. Quatrième, l'illusion des prévisions catastrophiques. Oh mon Dieu, le pire va arriver. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des résultats qui sont pas le fun? Il arrive des catastrophes aussi, on ne le niera pas, mais les prévisions catastrophiques, c'est quand la personne s'imagine toujours le pire, on perd énormément d'énergie à s'imaginer toutes sortes de situations négatives et on ne s'imagine même pas que ça pourrait peut-être bien finir, que ça pourrait peut-être bien aller. Donc, quand on s'imagine ça, on le sait, notre dinosaure ne fait pas la différence entre la réalité puis une image. Fait qu'est-ce qui arrive? Bien là, soudainement, on a beaucoup d'émotions, on a une réaction de stress parce que, évidemment, les catastrophes, ça génère énormément d'émotions. Et donc, on ne fait pas la différence, même si c'est imaginé. Des fois, on n'agira pas, par exemple, dans un conflit parce qu'on se dit « Ah ouais, mais si je dis quelque chose, les choses vont empirer. Si j'essaie pour une promotion, c'est sûr que je ne l'aurai pas, c'est impossible que je sois choisie, etc. » Donc, on est toujours dans le pire scénario possible. Et c'est vrai, comme je disais, des fois, c'est négatif. Ce n'est pas toujours les choses parfaites. Je ne vous dis pas d'avoir des belles lunettes roses puis que la vie va être belle tout d'un coup, mais ce n'est pas toujours garant d'échec, les choses qu'on fait, les choses qu'on dit, les relations qu'on entreprend.
Et donc, il ne faut pas toujours s'imaginer le pire, de un. Et de deux, ben, peut-être qu'il faut revoir notre perception de qu'est-ce que c'est le pire. Est-ce que ça peut être une opportunité d'apprendre? Est-ce que ça peut me rapporter autre chose? Donc, c'est comme ça qu'on va remplacer cette croyance irrationnelle-là. On est rendu à la 5e croyance irrationnelle, l'illusion par généralisation excessive. 2 volets ici. Le premier, c'est si c'est arrivé une fois, ça va toujours arriver. Par exemple, j'ai coulé mon examen, c'est sûr, je ne serai jamais capable. Donc, à ce moment-là, on n'a pas nécessairement l'idée de dire, bon, ben, je suis tombée, je vais me relever, je vais réessayer. Ça ne vaut pas la peine de réessayer, c'est sûr que je vais tomber. Donc, on se base sur une situation, une fois d'épreuve, pour se dire, ah, c'est sûr que c'est comme ça la vie et ça va toujours être comme ça. Par exemple, je suis tellement stupide, je ne suis même pas capable de remplir ma déclaration d'impôt. Donc, j'ai un petit élément, ça dit tout ce que je sais, tout ce que je connais, ça n'existe plus parce que je me sers de cette preuve-là. J'oublie l'anniversaire de quelqu'un, tout d'un coup, je suis un ami terrible. Même si j'ai envoyé une carte, je l'ai appelé le lendemain. J'avais une situation qui était plus difficile à ce moment-là. Donc, des fois, on se sert de ces preuves-là pour automatiquement penser le pire, surtout sur nous-mêmes. En général, on l'a dit, on n'est pas super fin avec nous-mêmes. L'illusion des généralisations excessives, 2e volet, c'est-à-dire, là, c'est les mots comme toujours et jamais, personne m'aime, ça va toujours être comme ça va jamais comme je veux, quelqu'un est en retard, tu es toujours en retard, tu m'écoutes jamais. Faites attention à ces mots-là dans notre vocabulaire parce que quand on généralise trop comme ça, ben, à ce moment-là, on dit à notre dinosaure, c'est comme ça la vie. Et ça ne lui permet pas de se faire des nouvelles expériences, de voir que peut-être qu'il y a des nouveaux résultats et encore une fois, d'apprendre des choses qui se passent dans notre vie. L'illusion de causalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui cause, comment je me sens, qu'est-ce que je vis, etc. Et ce qu'on dit quand on souffre de l'illusion de causalité, c'est pas moi qui fait que, par exemple, la personne que j'essaie de rejoindre ne m'a pas rappelé. C'est peut-être parce qu'elle était trop occupée, c'est peut-être une raison X, Y, Z. Ça va me fâcher parce que c'est mon interprétation. À ce moment-là, on blâme la personne. On dit, elle m'a rendu fâchée, elle aurait dû me répondre, c'est de sa faute. Donc, nécessairement, on donne beaucoup trop de pouvoir aux autres sur nous. Donc, on les blâme d'une certaine façon pour nos émotions, pour ce qui nous arrive, mais en même temps, imaginez le pouvoir que ça donne à quelqu'un si ils ont le pouvoir de créer les émotions qu'on vit. Donc, si on continue sur le même principe, on ne veut pas non plus être la cause des émotions des autres, etc. Donc, des fois, on va marcher sur des œufs, on va faire attention, on va s'assurer d'être très attentif, sinon l'autre personne pourrait fâcher contre nous. On ne veut pas, encore une fois, décevoir, mais cette fois-ci, ce n'est pas nécessairement pour leur plaire ou être aimé, mais on veut s'assurer de ne pas être la cause des émotions des autres et on pense qu'ils sont aussi la cause de nos émotions. Et finalement, dernière illusion, celle de l'impuissance. Donc, je baisse les bras parce que j'ai aucun contrôle. Ma fenêtre de contrôle, elle est inexistante. Et donc, c'est la vie, c'est les autres, c'est le destin, c'est toutes sortes de choses qui contrôlent qu'est-ce qui m'arrive dans la vie, mais moi, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Par exemple, on va blâmer sa génétique, le fait que je suis timide, j'aimerais ça être plus ouvert, mais je suis faite comme ça, fait que je ne peux rien faire. Tu sais, ma compagnie, elle ne me donnera jamais de promotion, c'est comme ça, je ne peux pas rien faire, même si je travaille plus. C'est un monde d'hommes, donc à quoi ça sert? On a toutes sortes de ces illusions-là. Ceci dit, quand on a l'illusion d'impuissance, c'est qu'on ne réalise pas qu'on a peut-être la responsabilité d'agir pour changer certaines choses. C'est facile de dire « je ne peux pas ». Des fois, c'est « je ne veux pas »,
je ne sais pas comment m'attaquer à ça ou je ne sais pas par où aborder le problème ou comment je pourrais reprendre le contrôle pour changer les choses sur cette situation-là. Quand on remplace les « je peux pas » par « je vais essayer » ou « je vais travailler là-dessus », etc., eh bien, on génère plus de contrôle parce qu'évidemment, on a une part de responsabilité dans la situation et, on l'a vu, ça change beaucoup au niveau de l'estime de soi. Donc, ça a un bénéfice additionnel. Donc, voilà pour les croyances irrationnelles. Je vous demande maintenant de faire l'exercice sur les croyances irrationnelles en page 50 de votre cahier. Merci.